Gérald Darmanin. Parlons des visas. Ces fameux visas. La France a donc décidé de diviser par 2 le nombre de visas accordés aux citoyens algériens et marocains, 1/3 en moins pour les Tunisiens, quel que soit l'objet du voyage. C'est bien cela, quel que soit l'objet du voyage, Gérald Darmanin. On va diminuer très fortement le nombre de visas, mais ce n'est pas une politique nouvelle. Le président de la République l'a déjà fait il y a 2 ans et demi, vis-à-vis de certains États du Maghreb. Oui. On donnait quelques centaines de milliers de visas en 2019. Il y en a eu quelques dizaines de milliers qu'on a beaucoup baissé en 2020. Il faut dire qu'il y a eu l'effet Covid. Et là, l'idée, c'est de faire un visa sur 2. 50%. Un visa sur 2. Voilà, ça veut dire ça pour la Tunisie, un visa sur 3. À peu près 31 000 visas pour les 6 prochains mois, c'est cela. Hein. Ce sont les chiffres avancés, j'ai lu. On va le faire au cas par cas. Au cas par cas. Ça dépend aussi de la relation qu'on aura avec ces pays. Pourquoi on fait ça? On le fait parce que une partie des compatriotes algériens, marocains, tunisiens qui sont sur le sol français ne sont plus acceptés par ces pays, soit parce que ce sont des personnes qui sont islamistes radicales, soit parce qu'ils sont délinquants, soit parce qu'ils doivent partir tout simplement du territoire national. Et nous, on leur dit, tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, eh bien, on n'accepte pas vos compatriotes. Ça va durer combien de temps, cette politique de visa? 6 mois? On verra bien. Jusqu'à la présidentielle? Non, je vous vois venir, monsieur Bourdin. Ben oui. D'abord, tout le monde y pense. Non, mais d'abord, l'information est sortie en off, comme on dit. Ça fait plusieurs mois que nous faisons cela. Il y a déjà plus d'un an, monsieur le président de la République a présidé une réunion, j'y étais, je peux en témoigner, avec le ministre des Affaires étrangères, avec lequel je travaille main dans la main, pour réduire le nombre de visas. Ça fait des mois que nous mettons en place un certain nombre de dispositifs qui permettent en effet de faire repartir de notre sol certains des compatriotes d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Simplement, à la faveur sans doute de gens qui nous aiment bien, cette information est sortie, dont acte, on n'a rien à cacher, mais on n'a pas attendu les débats politiques pour le faire. Bon, les pays qui doivent accueillir leurs ressortissants ont besoin de délivrer des laissez-passer qu'ils ne délivrent pas. Hein. Des laissez-passer consulaires. Qui délivrent peu. Qui délivrent peu. Mais je me souviens de l'objectif d'Emmanuel Macron. C'était en octobre 19. 100% des obligations de quitter le territoire français en situation irrégulière seront exécutées avant la fin du quinquennat. 100%. Je regardais les chiffres. 7731 obligations de quitter le territoire pour des Algériens sans papier. 22 expulsions effectives pendant la période de janvier à juillet. Alors je vais être un tillon, c'est 23. Mais c'est pas 23, 22, bon pardon. Vous avez raison. Excusez-moi. Et pour les Marocains, vous allez me dire si je me trompe, 3301 obligations de quitter le territoire, 80 exécutées. Pour les Tunisiens, 3424 et 131 exécutions. Je comprends que vous preniez des mesures parce que ça a fait quoi? 0,2, 0,3%? Il est évident que la situation actuelle... Au lieu de 100%? Il est évident que la situation actuelle est inacceptable. Alors après, il faut voir les choses dans le contexte, monsieur Bourdin. Quand monsieur le président de la République a dit 100% des EQTF, des reconduites aux frontières doivent être exécutées, il avait raison, c'était avant le Covid. Je rappelle quand même que pendant le Covid, 1, on ne pouvait plus sortir de chez soi, 2, on ne pouvait plus prendre l'avion parce qu'il n'y avait plus d'avion, 3, il faut faire des tests PCR, y compris au départ. Et il suffisait que la personne refuse le test PCR pour qu'on puisse l'expulser. Et c'est partout pareil. En Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, au Mexique, c'est partout pareil. Donc, avouez quand même que le 33 tonnes du Covid que tous les pays ont pris face change un peu un certain nombre de donnes. Cependant, le Covid, je ne dirais pas qu'il se termine, mais enfin, ça me nuit. Les vols reprennent. Nous avons désormais des relations plus différentes avec les pays. Nous devons reprendre ce qui se passait en 2018, notamment. C'est très important. Et on voit que là, les États, notamment maghrébins, ne veulent pas revenir à ce qui se passait avant la crise du Covid. C'est pour ça que on hausse le ton, en tout cas on leur dit, on va pas continuer comme ça. Donc les chiffres que vous évoquez sont vrais, mais simplement vous comprendrez bien qu'ils n'ont rien à voir avec la situation d'avant Covid. Cependant, je voudrais vous dire quelque chose. Allez-y. Ce n'est pas parce que les États algériens, marocains, tunisiens accepteront leurs ressortissants, je suis sûr qu'ils le feront parce que c'est des États de démocratie. Ils protestent là, ils ne sont pas contents. C'est des États, oui, mais c'est des relations que nous avons entre nous, puis on a de grandes, c'est des pays avec lesquels on a beaucoup d'amitié, avec lesquels on a besoin d'eux pour lutter contre le terrorisme, et eux, notamment. Et eux, ils ont besoin de nous. Donc voilà, nous avons une mer ensemble qui est la Méditerranée, on doit travailler ensemble, j'ai mes homologues très souvent au téléphone, il n'y a pas de problème sur ce sujet. C'est une crispation qui est entre les pays, naturelle, dans la vie des pays. Mais c'est pas parce qu'on se sera mis d'accord avec eux, monsieur Bourdin, que 100% demain des expulsions du territoire se feront. Pourquoi? Parce que la deuxième difficulté que nous avons, c'est qu'entre-temps, entre le moment où le président de la République s'est prononcé et la situation d'aujourd'hui, il y a par exemple plus d'expulsions possibles en Afghanistan. Et nous avons une partie des gens que nous voulons expulser, qui sont afghans, et qu'on ne va pas renvoyer au régime des talibans. Comme jadis, sous le gouvernement socialiste, on ne renvoyait pas en Syrie
les gens qui étaient syriens. Deuxièmement, Monsieur Bourdin, notre difficulté principale, c'était l'objet des débats politiques qu'on devrait avoir. C'est qu'on a un système juridique qui fait qu'on peut attendre entre 1 an et demi et 2 ans avant d'avoir la confirmation d'un tribunal de la décision prise par un gouvernement. Je vous mets un arrêté de reconduite à la frontière. Oui. Vous avez le droit, même si j'ai laissé passer du pays d'où vous venez, vous avez le droit d'aller devant le tribunal administratif, vous avez le droit d'aller en appel, vous avez le droit d'aller en Convention européenne des droits de l'homme, vous avez le droit de faire attendre le gouvernement français 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et vous avez le droit de jouer avec les frontières européennes, faire la même chose en Allemagne, faire la même chose en Italie. Ça ne va pas. C'est trop long? C'est trop long. C'est un des plus longs contentieux. Aujourd'hui, dans les tribunaux administratifs, plus de 50% de l'activité des tribunaux administratifs, c'est le droit des étrangers. Ça ne va pas. Donc nous travaillons à cette simplification. Deuxièmement, surtout, c'est un sujet européen. Et quand on dit qu'il faut moins d'Europe pour protéger plus ses frontières, c'est une absurdie, comme dirait Michel Sardou. Pardon de citer les grands auteurs sur votre antenne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut que nous disions, et on va présider l'Union européenne dans désormais 2 mois, une seule demande d'asile pour toute l'Europe. Ce sera la mesure que vous allez essayer d'imposer en Europe. Nous y travaillons. Et on verra ce que pense le nouveau gouvernement allemand. Une seule demande d'asile. Quand vous arrivez en Europe, oui. Ça doit être l'objectif que nous devons tous atteindre. Et l'énergie de tout le monde devrait se tourner vers ça. Quand vous arrivez en Europe, quand vous faites une demande en Italie, ou en Espagne, ou à Malte, ou en France, ça vaut pour tout le monde. Et nous partageons tous les pays de l'Union. Et nous partageons les informations. Oui. Nous devrions avoir la même politique, le plus possible, de visa, celle que nous évoquons aujourd'hui, de l'Europe vis-à-vis des autres États. Parce que sinon, il se joue de nos différences. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que les Algériens passent par l'Espagne pour avoir des visas de l'Europe. Donc nous devons absolument répondre Europe quand d'autres veulent répondre nationaliste. Les expulsions des étrangers jugés dangereux, soupçonnés de terrorisme, par exemple, où en est-on? On a très bien progressé puisque aujourd'hui, nous avons expulsé plus de 650 personnes qui sont soupçonnées de radicalisation. Voilà. Et nous avons, de façon tout à fait considérable aussi, attaqué les personnes qui sont délinquantes, condamnées pour des actes de viol, de meurtre, de trafic de drogue, de violence conjugale. Dans le fichier FSPRT, 1115 personnes, c'est bien cela? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. 1115 étrangers en situation irrégulière qui sont dans les 22 000 fichiers FSPRT, ce sont les fiches clôturées. C'est là où le service de la DGSI dit il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui existe aujourd'hui, c'est les fiches qui ne sont pas clôturées, les gens qu'on continue à suivre. Et il y a aujourd'hui 500 étrangers dans cette situation en France, dont 196 qui ont déjà été expulsés depuis les 3 derniers mois. Et puis les autres sont soit en prison, soit en hôpital psychiatrique, soit dans les centres de rétention administrative en attendant d'être expulsés, d'où notre relation avec les États et les visas, soit ils sont devant un tribunal et ils attendent un recours. Donc toute personne qui est fichée S et qui est étrangère a vocation à quitter le territoire national, une fois qu'elle a épuisé ses recours, une fois qu'elle a terminé d'être en prison, et pas une personne n'échappe à ce système. C'est vraiment très important parce qu'on a été extrêmement ferme et extrêmement efficace sur ce point. Et ensuite, il y a un deuxième paquet, si j'ose dire, d'étrangers que nous ne voulons absolument pas sur notre sol. C'est ceux qui ne sont pas fichés S, mais qui ont tué, qui ont violé, qui ont tapé leur femme, qui ont trafiqué de la drogue, qui ont attaqué un policier. Le président de la République m'a demandé, encore c'était quelque chose qui était secret et caché, mais ça a été divulgué, qu'on prenne les 1100 étrangers les plus délinquants et qu'on les expulse. Il l'a demandé il y a 1 mois et demi. On en a déjà expulsé 361 sur ces 1100. La très grande partie de ceux qui attendent encore d'être expulsés sont en prison. On les expulse à la fin de leur peine de prison. Chacun comprend et chacun le souhaite. Ils seront tous expulsés? Ils seront tous expulsés. On voit arriver, Monsieur Bourdin, la difficulté qu'il y a dans ces 1100 des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Et qu'on a plus de mal à les expulser que les autres pays. C'est un fait. C'est ce que je constate. D'où également la position que vous avez évoquée de on ne donnera pas de visa tant qu'on n'aura pas les laissés passer consulats de ces pays. C'est normal. Si un Français, et il y en a, tue, viole, tape sa femme en Algérie, en Chine, nous le récupérerions à la fin de sa peine de prison. C'est normal, c'est un citoyen français. Après, nous le suivrions. Et les autres pays doivent faire pareil. Et c'est ce que nous faisons. Marine Le Pen propose d'inscrire dans la Constitution, par référendum, la maîtrise de l'immigration. Vous en pensez quoi? Vous avez regardé un peu ce qu'elle propose? Oui, je m'intéresse au débat public et à ce que disent les grands candidats aux élections présidentielles, évidemment, et même les candidats plus modestes, bien sûr. Le débat d'idées est toujours intéressant, mais on voit bien que Madame Le Pen reste sur ses vieilles lunes.
On peut proposer par référendum plein de choses, mais un débat sur l'immigration, on choisit son immigration, c'est comme si vous faisiez un référendum sur le beau temps ou contre le chômage. Bon, d'ailleurs, sur le principe, on peut d'ailleurs être d'accord de maîtriser son immigration. Mais c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est en responsabilité. La grande différence avec Madame Le Pen, c'est que nous sommes, nous, un parti de gouvernement. Nous acceptons de travailler sous contrainte. Et on ne peut pas s'asseoir sur l'Europe, on ne peut pas s'asseoir sur les traités internationaux, on ne peut pas s'asseoir sur la volonté des pays de faire des laissez-passer consulaires. Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Le Pen? Imaginons, Monsieur Bourdin, que j'expulse, sans le dire à l'Algérie, la Tunisie et au Maroc, des citoyens de leur pays. Je les mets dans un avion, je les fais décoller, je les fais atterrir de force, je les fais descendre de force, et après on referme vite l'avion et on s'en va. C'est pas sérieux. C'est bien des relations diplomatiques que nous devons avoir. Elles sont difficiles, mais l'exercice du pouvoir, Monsieur Bourdin, c'est difficile. Les Français sont là pour juger si on a été bon ou pas bon, ils pourront le faire. Mais c'est difficile. Il y a une différence entre écrire des livres et être polémiste, et puis d'avoir l'exercice concret du pouvoir. À Madame Le Pen, elle écrit des livres, elle est polémiste. Ouais. Et à Monsieur Zemmour, et Éric Zemmour. La supériorité du droit français sur le droit international, c'est ce qu'elle propose aussi pour reprendre, contrôler l'ensemble du droit appliqué aux étrangers. Elle propose aussi les allocations familiales réservées aux Français. Vous en pensez quoi? Alors d'abord, la primauté du droit, ça veut dire qu'elle sort de l'Europe. C'est ça que ça veut dire. Alors, elle est un peu contradictoire parce que elle a dit qu'elle était plus pour le Frexit. Maintenant, si vous dites que le droit français est quoi qu'il arrive supérieur à tous les droits européens et tous les traités, c'est-à-dire que vous sortez de l'Europe. Vous n'acceptez plus les traités. C'est une position, c'est pas la mienne. Deuxièmement, j'ai entendu la question sur les logements. Elle a dit, je veux réserver les logements en priorité aux Français. Il n'y a pas plus absurde. Quelle que soit l'origine, d'ailleurs. Oui, mais il n'y a pas plus absurde, objectivement, que cette proposition. Pourquoi? Pour trois grandes raisons. D'abord, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que vous avez le droit de rester sur le territoire national. À partir du moment où vous accordez, imaginons que le gouvernement de Mme Le Pen accorde une autorisation d'être sur le territoire national. Vous lui refusez l'accès au logement? C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire que les étrangers qui sont sur notre sol doivent s'intégrer, doivent travailler, doivent avoir un logement, doivent mettre leurs enfants à l'école, doivent parler la langue de la République. Et elle, ce qu'elle fera, c'est qu'elle leur mettra des handicaps dès le début pour pas qu'ils accèdent au logement. Deuxièmement, les étrangers, ils payent des impôts comme tout le monde. Ils payent la TVA, ils payent l'impôt sur le revenu. Ils n'ont pas le droit à la solidarité sociale. Et troisièmement, Monsieur Bourdin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, il y a une vingtaine de % d'étrangers dans le parc HLM, donc c'est pas la grande invasion. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Bourdin? Il faut quand même bien mesurer ça. Quand on dit ça à des personnes qui sont étrangers, que la France, elle est fermée à tous les vents et qu'elle refusera désormais d'avoir des jeunes médecins, des jeunes architectes, qui vont peut-être vivre dans un moment de pauvreté, parce que vous savez, les étrangers qui sont sur notre sol, ils sont plus pauvres que les nationaux qui sont sur notre sol, et va refuser le logement social. Elle veut qu'elle dorme dans la rue? C'est ça que veut Madame Le Pen? Ça n'a aucun sens. Moi, je me souviens ce que vous disiez. Il y a trop d'aide sociale en France. Vous l'avez dit. Hein? C'est bien. Vous l'avez dit. Non, j'ai pas dit. Si. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait que le travail. Une aide sociale unique. Non, voilà. Vous avez exactement. J'ai dit que le travail devait, quoi qu'il arrive, mieux payer que les aides sociales. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous dites toujours. C'est pas évident. Vous dites toujours la même chose. Bien sûr. Il faut regrouper donc APL et RSA. Alors, ce sont pas tout à fait les mêmes allocations. Mais moi, je pars de ce que vous aviez dit. Mais c'est un sujet très complexe. Oui, mais ce que je vais vous dire, Monsieur Bourdin, c'est que je pense, moi, que quand on travaille, on doit gagner plus d'argent que quand on ne travaille pas. Aujourd'hui, c'est le cas grâce à Emmanuel Macron. Peut-être que la différence mériterait d'être encore agrandie. Il faut encore mieux rémunérer le travail. Mais si on cumule toutes les aides sociales, il faut pouvoir mieux vivre et beaucoup mieux vivre de son travail, ce que fait le président de la République aujourd'hui. Ce sera l'un des axes de campagne d'Emmanuel Macron. Ah, moi, je pense que l'axe j'en sais rien pour Emmanuel Macron. Oui, mais il n'est pas encore candidat et je le souhaite qu'il le soit. Mais ce qui est certain, c'est que, à mon avis, le grand thème de campagne, ce sera l'économique et le social. Ce sera le travail. Et le gouvernement a des résultats. Et non pas l'immigration. Je ne crois pas que ce soit le thème principal. C'est un thème important, comme la sécurité, bien évidemment. Mais les Français, ce qu'ils veulent, c'est travailler. On est à 8% de chômage. Le chômage le plus bas depuis 10 ans. Mais il est encore trop haut, ce chômage. Il faut qu'on continue à faire que le restaurateur il puisse embaucher. Aujourd'hui, les restaurateurs, ils nous disent quoi? J'arrive pas à trouver des gens qui pour travailler. Voilà. Il faut qu'on réponde à cette question avant d'entrer dans les vieilles lunes identitaires. Quelques mots sur la lutte contre l'islam radical. La loi confortant le respect des principes républicains a été promulguée le 25 août. Où est-ce que vous en êtes? Alors cette loi est une Combien de mosquées contrôlées? Combien d'associations islamistes dissoutes? Alors ce matin, chez vos confrères du Figaro, je fais la revue de détail de tout ce que nous faisons, et nous faisons beaucoup de choses. Ce matin, au Conseil des ministres, par exemple, je propose 2 nouvelles dissolutions, notamment l'association Nawa, qui est une maison d'édition islamiste, qui a publié des livres dont je ne devrais pas faire ici la publicité. Et nous, grâce au texte de loi que nous avons voté, nous pouvons la dissoudre. On a dissous
3 fois plus d'associations islamistes que les 2 quinquennats passés. Et la loi qui aujourd'hui est promulguée et qui est d'application directe, donc il n'y a pas besoin d'attendre des mois et des décrets d'application, va nous permettre d'attaquer une dizaine de structures, lieux de culte comme associations, et c'est plus des associations d'ailleurs que des lieux de culte, pour pouvoir les dissoudre et les contraindre. On a fait 250 gels de ces associations. Vous allez fermer combien de mosquées? 8, j'ai vu, c'est ça? Il y a une petite dizaine de mosquées, en effet, dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, sur les 89 mosquées que nous soupçonnons de radicalisation, sur 2300. Hein, donc je pense qu'il faut que les Français entendent que la majorité de nos compatriotes musulmans, la très grande majorité, sont des gens patriotes et qui ne posent aucun problème à la République. L'islam ne pose pas de problème à la République lorsqu'il est comme le catholicisme ou le judaïsme. Mais sur les 89 mosquées que nous suivons, on en a déjà fermé un tiers. Nous nous concentrons sur les 60 qui restent, bien évidemment. On n'avait pas les armes législatives pour pouvoir les faire fermer ou pouvoir les contrôler. Désormais, la loi est promulguée depuis 1 mois, et c'est ce que nous faisons en ce moment. Bien, les élections présidentielles et législatives, vote sur Internet? Non, pas de vote sur Internet. Pourra-t-on voter par correspondance? En tout cas, pas pour l'élection présidentielle et législative. Non. On n'en aura pas le temps d'organisation. Je sais que vous êtes contre, mais... Moi, le président de la République, dans son programme, a dit qu'il était favorable au vote à distance. Oui. Voilà, donc je travaille, sous son autorité, à mettre en place le vote à distance. Vous allez mettre en place le vote à distance? Nous travaillons à le faire, mais il faut garantir... Vote à distance, ça veut dire quoi? Vote sur Internet, vote par correspondance? Vous conviendrez, monsieur Bourdin... Qui a été abrogé en 1975. Alors c'est le vote par correspondance qui a été abrogé en 1975. Le vote à distance n'est pas tout à fait le vote par correspondance. Non. Vous conviendrez, monsieur Bourdin, que c'est une question difficile parce qu'on doit vérifier l'identité de la personne qui vote. Oui. Et la loi, d'ailleurs, et la Constitution nous enferment dans des dispositions que n'ont pas les pays étrangers. Par exemple, on doit voter un dimanche. On ne peut pas le faire sur plusieurs jours, contrairement à d'autres pays. Je confère l'Allemagne, voilà quelques heures que les Français ont pu voir ça. Donc il faut regarder tout ce qu'on doit changer, y compris des réformes constitutionnelles. Le vote à distance est techniquement possible pour garder la sécurité de savoir que c'est bien Gérald Darmanin qui vote et que c'est pas sa femme qui l'oblige à voter pour quelqu'un ou ses enfants qui l'obligent à voter pour quelqu'un. Ça va avec votre identité numérique, monsieur Bourdin. C'est ce que nous travaillons. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle carte d'identité qui est sortie. Donc vous y travaillez. Exactement, avec une identité numérique. Et je suis là pour proposer au président de la République et au gouvernement le vote à distance, conformément à son programme présidentiel. Vous proposerez le vote à distance. J'ai constaté... Pas pour la présidentielle ni législative, mais pour les élections suivantes. J'ai constaté, exactement, si le président de la République et le Parlement le veut, j'ai constaté que le président Ferrand avait notamment chargé monsieur Travers, qui est un homme de bien, de réfléchir de son côté, du côté du Parlement. Eh bien, nos deux réflexions se retrouveront et on progressera, me semble-t-il, dans la modernisation du vote, mais dont moi, personnellement, je vous ai déjà dit que j'étais très attaché au fait que c'est un caractère absolument solitaire, le vote. Il ne faut pas que votre mari, votre curé, vos enfants, votre communauté voient ce que vous votez et vous oblige à voter quelque chose. La grande démocratie française, c'est être seul dans l'isoloir. C'est très important. Les violences dans les stades, Gérald Darmanin, est-ce que vous réfléchissez à une interdiction généralisée de déplacement pour les supporters? Alors je prends des arrêtés aujourd'hui déjà, puisque ça relève du ministre de l'Intérieur, même si j'en informe M. Blanquer et Mme Marie Sénaou. Je prends déjà des arrêtés, je les prends quasiment chaque semaine. Ça me fait pas plaisir, mais ça évite les débordements inacceptables qu'on ait vus. Je suis pas forcément favorable à l'interdiction générale, d'abord parce que je suis pas sûr que ce soit constitutionnel. Toute interdiction générale est difficilement acceptable pour le droit. Et puis moi, je suis un supporter de football comme vous, je le sais. Je ne veux pas que quelques-uns emmerdent la grande majorité des supporters. Cependant, il faut sans doute que l'on réfléchisse à améliorer les délits et les interdictions administratives. Monsieur Blanquer et Madame la ministre des Sports y réfléchissent. Ils nous ont conviés, avec le garde des Sceaux d'ailleurs, à une réunion la semaine prochaine. Et on aura l'occasion sans doute de le faire. Il y a plein d'armes administratives pour le faire. Avec des sanctions plus fortes, je ne sais pas, des comparutions immédiates. Exactement, ça relève de la justice, effectivement, mais on peut imaginer d'être plus rapide. Voilà. On peut aussi imaginer qu'on soit plus efficace dans les arrêtés administratifs pour chacun des personnes et non pas par groupe. Et puis on peut aussi, avec la Ligue de football, réfléchir à des sanctions pour les clubs. La Ligue qui n'a pas de pouvoir de police ni de justice. C'est pour ça qu'on réfléchit avec elle. Mais moi, Monsieur Labrune, il fait un travail très important. On l'a déjà reçu au ministère de l'Intérieur. Il est le premier désolé de ce qui se passe. Et pour tous les amoureux de football, on en est désolé. Évidemment. Vous comprendrez que je ne suis pas ministre des Sports et que je laisserai aux soins des ministres des Sports de faire ces propositions qu'on suivra bien évidemment. Je voudrais terminer avec le crack à Paris. Les toxicomanes, finalement, ont été déplacés de Paris en Seine-Saint-Denis. Non, c'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai? Non. Allez-y, pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des gens, quelques centaines, qui consomment du crack. Il faut savoir que le crack, c'est la drogue la pire qui soit. Toutes les drogues sont terribles. Mais puisque c'est 1 an de vie quand vous la consommez et 100% de dépendance à la première dose. Donc il faut bien comprendre que c'est pas une réponse policière qui va résoudre le problème.
C'est une réponse sanitaire et une réponse sociale. Ils étaient dans un jardin. Madame Hidalgo a fermé ce jardin. Ils se sont déplacés rue Riquet et autour de la rue Riquet. Il y a eu une dizaine d'agressions du fait de ces toxicomanes. Nous demandons à la ville de Paris depuis plusieurs semaines des lieux, qu'elle accepte d'ailleurs, pour les accueillir socialement, sanitairement, avec des psychiatres, bref, des gens malades. C'est pas des gens qui méritent simplement des sanctions, c'est des gens malades. Cela traîne un peu parce que j'imagine que pour la maire de Paris, c'est compliqué de trouver des lieux à Paris, c'est une ville très dense, donc je ne jette la pierre à personne. Mais cependant, j'ai entendu les riverains, vous les avez vus, le BFM a fait beaucoup de reportages pour dire que c'est inacceptable. J'ai pris mes responsabilités. Nous avons pris ces toxicomanes, on les a mis dans un square à Paris, qui appartient à la ville de Paris d'ailleurs, qui s'appelle le square de la Villette. Il est en bordure du périphérique. C'est temporaire. Il y a des policiers aujourd'hui, 24 heures sur 24, qui les surveillent et qui les protègent. Nous avons érigé un mur qui permet d'éviter de passer en Seine-Saint-Denis. Nous disons que ça va durer que quelques heures ou quelques jours. Même si à Aubervilliers, un campement a été installé. Non, il n'y a pas eu de campement de craqueux. Non. Près d'un établissement scolaire de 850 enfants. Non, mais on y va ensemble quand vous le souhaitez. J'y suis allé sans caméra ni trompette. Moi, j'entends la maire d'Aubervilliers qui est fâchée. C'est faux ou c'est vrai? Non, mais moi, d'abord, je veux dire que je soutiens ces élus locaux à Pantin, à Aubervilliers, qui voient arriver pas très loin de chez eux, mais pas chez eux, des toxicomanes. Je le comprends et j'entends leur colère et j'accepte moi, je suis en responsabilité, je prends les coups, j'ai aucun problème avec ça. Je dis juste, monsieur Bourdin, que nous mettons les moyens policiers, mais que c'est pas une réponse policière. Et donc, demain matin, il y a une réunion très importante qui va se tenir avec le préfet d'Île-de-France et le préfet de police et la mairie de Paris. La mairie de Paris doit proposer des lieux. Je sais que le ministre de la Santé, Olivier Véran, va mettre beaucoup de moyens avec l'ARS pour accompagner ces lieux. Ça ne peut durer encore que quelques jours, cette situation. Mais j'ai pris mes responsabilités pour protéger les riverains. On ne peut pas à la fois me dire que fait la police, et puis quand la police intervient, dire mais vous les avez déplacés. Bah oui, parce que ce sont des gens malades. Et les gens malades, c'est pas la police qui les protège, c'est les médecins. Et donc maintenant, il faut que la mairie de Paris et le corps médical prennent ces personnes et les accompagnent le mieux possible dans leur addictologie. Merci Gérald Darmanin d'être venu nous voir ce matin. RMC BFM TV 8h56.